Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais. J'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. L'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné. Vous n'auriez pas eu de vaccin parce qu'on serait sorti de l'Europe. Et la France n'a pas produit de vaccin. Il ne faut pas arrêter avec ces entreprises, ces banques qui jouent un rôle terrible. Et vous aurez dans toujours le des banques. Laissez-le répondre. Je l'ai vécu à l'époque, j'étais collaborateur quand ça s'est fait. De ce que j'ai vu, non mais pour vous parler très franchement, je ne dirais pas qu'il y a eu des pressions. Quelques semaines en Roumanie, d'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme. En mai 2014. Et dès 2014, Emmanuel Macron ment. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite. Il ment, il fait croire qu'il n'est pas impliqué dans ce dossier. C'est Arnaud Montebourg qui est au ministère de l'Industrie à l'époque. Mais non, c'est caché. Et encore une fois, Emmanuel Macron, non seulement il minimise, mais il répond quelque chose, désolé de le dire comme ça, qui n'est pas... Qu'on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. La deuxième orientation que je souhaite poursuivre pour les prochaines années, c'est de remettre l'humain et la justice au cœur du projet national. Nous l'avons tous entendu et je l'évoquais, il y a un sentiment d'injustice et d'abord d'injustice fiscale qui est là. Alors il s'est exprimé face à l'évasion fiscale qui est une réalité, ou l'optimisation fiscale excessive, et cette réalité d'évasion de l'impôt mine l'adhésion à l'impôt. Alors, je crois très profondément que sur ce sujet, le gouvernement et le Parlement ont fait beaucoup de choses. Des lois très importantes permettant de revenir sur ce qu'on appelle le verrou de Bercy, introduisant des règles de déchéance civique dans certains cas ont été prises. Mais il faut lever toute forme de soupçon. Aussi, vais-je confier à la Cour des comptes la mission d'évaluer précisément les sommes qui échappent à l'impôt et de proposer des mesures précises pour qu'en France, chacun respecte les mêmes règles. Si nous pouvons aller plus loin, nous le ferons. Choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises. Je pense à Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, pendant que vous étiez ministre. Alors, franchement, qu'insinuez-vous? J'insinue que vous avez travaillé à la banque Rothschild et qu'en tout cas, je ne dis pas que vous aviez intérêt, mais vous auriez peut-être dû à ce moment-là dire stop à cette banque. Parce que comment peut-on après faire confiance aux hommes politiques et aux ministres Monsieur Dupont-Aignan, s'il y a Monsieur Dupont-Aignan d'ambivalence? C'est tout ce que je demande. Mais vous avez totalement raison. J'espère. Mais je le comprends très bien. Simplement, moi, je suis pour la transparence, la responsabilité, mais pas le soupçon généralisé. Et donc, c'est simple. Oui, mais justement, sur aucun de ces soupçons, est-ce qu'il ne faut pas arrêter avec ces entreprises, ces banques qui jouent un rôle terrible? Et vous aurez toujours des banques. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous aurez toujours des banques dans la vie économique. Oui, Ce que je peux vous dire, des banques qui dépassent notre industrie. si vous m'autorisez, je vous en prie. je vous remercie. Donc, sur ce point, je veux juste répondre sur ce qui a été... C'est terminé pour vous. Pardonnez-moi. Je voudrais juste répondre parce que c'est important. Non, mais ça y est, vous allez... Non, mais c'est important. Pardonnez-moi. Je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos concitoyens. Clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître. Je ne suis pas intervenu sur ces banques et j'ai garanti la totale indépendance. Merci, s'il vous plaît. On va passer la parole à François Fillon. Il faudrait en... S'il vous plaît. Le parti pris de Caroline Michel Aguirre ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs et vous avez écrit avec Mathieu Aron un livre qui s'appelle Les Infiltrés sur l'influence grandissante des consultants, des cabinets de conseil anglo-saxons dans les lieux de pouvoir et en l'occurrence dans les ministères et à l'Élysée. Je voudrais d'abord, avant qu'on puisse dire ce qu'ils font, que vous nous disiez ce que c'est qu'un cabinet de conseil. Alors un cabinet de conseil, c'est un cabinet, un prestataire extérieur qu'on appelle, quand on est une entreprise ou l'État,
au départ, c'est plutôt pour une compétence extérieure. J'ai un problème ou j'ai un point très spécifique d'informatique ou j'ai quelque chose que je n'arrive pas à résoudre. Venez 2 mois en mission, un peu commando, décortiquer mon problème, rendre votre rapport et puis vous repartez et normalement mon problème est résolu. Et c'est à hauteur de combien que ça a été sollicité? Le Sénat rend un rapport depuis hier. Ce rapport, il fait état d'1 milliard d'euros versés à ces cabinets de conseil, principalement anglo-saxons, en 2021, versés par l'Élysée, les ministères et les agences publiques. Ce chiffre vous paraît juste 1 milliard d'euros? Ah oui, c'est juste. De toute manière, les chiffres qu'ont eu le Sénat, ils ont eu le chiffre à Bercy, donc c'est vraiment quelque chose qui est documenté. 1 milliard d'euros, c'est d'abord une somme colossale, et surtout c'est une somme qui a doublé sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est vraiment très symptomatique et très révélateur d'un système qui était jusque-là, un écosystème, je dirais, qui était jusque-là caché. Nous, dans notre livre avec Mathieu Aron, on part sur une estimation 1,5 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards. Si on prend en compte les hôpitaux, tout ce qui est l'écosystème de la santé qui est très consommateur, et les collectivités locales qui consomment aussi beaucoup de conseils. Ça a doublé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, et pourtant hier, il a été interrogé sur cette question lors de la conférence de presse, et il a eu l'air de minimiser ou de dire que c'était uniquement pour répondre au problème de la crise sanitaire. C'est juste ou c'est faux? Alors c'est vraiment très symptomatique aussi. Les responsables politiques n'assument pas. C'est vraiment un déni démocratique, il faut s'en rendre compte. Jamais. Si on nous disait, voilà, on prend des cabinets de conseil parce que on n'est pas content de notre fonction publique, parce qu'ils ont des compétences qu'on n'a pas. Mais non, c'est caché. Et encore une fois, Emmanuel Macron, non seulement il minimise, mais il répond quelque chose, désolé de le dire comme ça, qui n'est pas vrai. Il dit, en 2021, ça a augmenté à cause de la crise sanitaire. Pas du tout. Le Sénat avait déjà répondu à cette question le matin même. Les dépenses de conseil, la hausse liée aux crises sanitaires, 2021, c'est 45 millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec le milliard et le doublement, donc 500 millions en plus. Donc le président ment. Donc le président, soit il est mal informé, soit il ne dit pas la vérité. Et dans la foulée, il dit d'ailleurs, ça a baissé de 15% cette année. Alors ça n'est pas le cas non plus. En effet, le gouvernement de Jean Castex a passé une circulaire fin décembre, début janvier, juste avant la publication de notre livre et juste avant ce rapport du Sénat, dans une forme de fébrilité. Après nous avoir dit, parce que nous on a enquêté pendant des mois, après nous avoir dit pendant des mois qu'il n'y avait pas de problème et que les dépenses étaient parfaitement stables, je vous rappelle qu'Amélie de Montchalin l'a dit en commission sous serment devant le Sénat. Les dépenses sont stables. En vérité, on découvre qu'elles ont augmenté et alors le gouvernement de Jean Castex dit on va diminuer de 15%. Emmanuel Macron dit hier on va diminuer de 15%. Pourquoi ? Pourquoi 15 ? Pourquoi pas 20, 30 ? On ne sait pas. Tout ça est un grand flou. Sachant que le rapport sénatorial pointe également un autre problème, c'est quand même que l'un de ces cabinets de conseil, le principal, le plus emblématique, qui s'appelle le cabinet McKinsey, qui est donc un cabinet américain, mais avec une filière en France. 329 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, dont 17 millions qui viennent précisément du secteur public, c'est-à-dire de l'Élysée et des ministères. 0 € d'impôts payés en France. Alors exactement, juste McKinsey, pour situer, c'est celui qui a en gros géré avec l'État, main dans la main, toute notre politique vaccinale. D'accord ? Ils ont reçu quelque chose, comme j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais entre 10 et 15 millions d'euros, juste pour notre politique vaccinale. Et le directeur associé de McKinsey, sous serment devant le Sénat, ça fait d'ailleurs l'objet d'un signalement au parquet, a dit « Oui, nous payons nos impôts en France ». En fait, il y a une subtilité, une très grosse subtilité, c'est que McKinsey utilise un système d'optimisation fiscale, c'est un peu compliqué, mais qui fait que la maison mère, qui est dans le Delaware, qui est un paradis fiscal situé aux États-Unis, ponctionne des frais tellement importants à sa filiale française que la filiale française, comme par hasard, ne fait pas du tout de bénéfices. Malgré les 320 millions. C'est une histoire de tour de passe-passe. Voilà, c'est un tour de passe-passe et il y a un contrôle fiscal à Bercy en ce moment pour vérifier que cette utilisation d'un système, certes légal, n'est pas un peu abusive. Au minimum un peu abusive, 17 millions donc d'euros versés à McKinsey et 0 € d'impôts.
je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien, ni aux égoïstes, ni aux pessimistes, ni aux extrêmes. Et je l'ai souvent dit, je le disais devant nos compatriotes il y a quelques semaines en Roumanie. D'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste, on contourne. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux, il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous n'auriez pas eu de vaccin parce qu'on serait sorti de l'Europe. Et la France n'a pas produit de vaccin. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous auriez peut-être eu de l'hydroxychloroquine, puisque c'était les convictions du moment. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, eh bien vous auriez été vacciné en décembre et dévacciné en janvier, parce que c'était les convictions. C'est ça la réalité. Voilà. Et la France était la seule grande puissance européenne à avoir maintenu ses industries souveraines. L'Allemagne a fait d'autres choix. Paradoxalement, l'Allemagne est une grande puissance industrielle, mais pas sur les industries souveraines. Elle est très forte sur ce qu'on appelle le Mittelstand, c'est-à-dire les industries moyennes, les équipements, les machines-outils. Mais sur les industries souveraines, elle n'était pas très forte. Le Royaume-Uni avait quelques industries souveraines, mais c'est midi sous la coupe des États-Unis. Voilà. La France avait ses industries souveraines. Et en fait, les États-Unis ont réussi, par intérêt et par stratégie, comme vous l'avez dit, en fait, à démanteler, affaiblir ces industries souveraines. C'est ce que j'appelle le grain de sable dans la mondialisation américaine, dans l'hyperpuissance américaine. Vous savez qu'après le 11 septembre, les Américains ont une stratégie d'indépendance énergétique avec le gaz et le pétrole de schiste. Stratégie qui a réussi, il faut le reconnaître. Les Américains, quand ils veulent faire quelque chose, ils ont tendance à le réussir. Et le nucléaire, en fait, apparaissait comme l'anti-pétrole, l'anti-gaz. Et donc le fait que la France continue, contre vent et marée, à défendre une politique nucléaire ne leur plaisait pas du tout. Voilà. Et donc, les turbines Arabelle, c'est une des pièces du puzzle. Les turbines, c'est ce qui permet, le réacteur nucléaire produit de la chaleur qui est transformée en vapeur, et la turbine permet d'utiliser cette vapeur pour produire tout simplement de l'électricité. C'est une turbine qui est, pour nos centrales nucléaires, c'est la meilleure du monde, c'est reconnu. D'ailleurs, les Russes, même les Russes qui ont une industrie nucléaire très forte, veulent des turbines Arabelle, les Chinois veulent des turbines Arabelle, et c'est aussi une turbine qui sert pour notre flotte militaire. Pour la flotte militaire qui est nucléarisée en France. Donc c'est vraiment une pièce vitale, c'est une petite pièce, c'est pas la plus grosse pièce d'Alstom, vous l'avez dit. Le reste d'Alstom, malheureusement, appartient toujours à General Electric, mais c'est une pièce très importante. Donc il faut se féliciter que la France ait récupéré cette pièce. Nous voulions récupérer cette pièce et nous on veut récupérer tout Alstom. Évidemment, Alstom produisait bien avant le rachat par General Electric. Bien sûr, c'est une invention française, la turbine Arabelle, c'est de l'excellence française. Et comme vous l'avez dit, le problème de ce rachat, il s'est fait effectivement à un très mauvais prix. Bon, à la limite, on pourrait dire, bon, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'en fait, les brevets d'Arabelle, les savoir-faire d'Arabelle ont été transférés
aux États-Unis. Alors on aura le droit de faire ce qu'on savait faire avant, mais les Américains savent aussi, malheureusement, le faire pour eux. Et ils ont gardé aussi. C'est-à-dire que le mode d'emploi, on leur a transféré et évidemment, on ne peut pas leur retirer. Le mode d'emploi et les compétences, voilà, ce qu'on appelle l'usinage. L'usinage, voilà. En fait, les turbines, ce sont vraiment des centaines de pièces qui sont très finement usinées. Et même d'ailleurs, malheureusement, on a appris lors du transfert que les compétences françaises avaient été dégradées au profit notamment de la formation, la transmission des compétences, ça va très vite, au profit des usines américaines. Alors ça, c'est un point très intéressant parce que précisément, quand la vente d'Alstom à General Electric s'est faite, ça a été négocié, entre guillemets, prétendument, en conservant l'intégralité des salariés, en conservant aussi le savoir-faire sur place, en conservant cet équilibre entre précisément l'ingénierie et, j'allais dire, l'usinage pur et dur. Toutes ces promesses n'ont pas été honorées. Absolument, ça n'a pas été honoré, ça a même été saccagé. Alors moi, c'est l'origine de mon engagement politique. Hein. Moi, jusqu'en 2012, j'étais du côté américain. Donc c'est pour ça que je connais les États-Unis, je connais les Américains, je sais comment ils travaillent et je sais ce qu'ils veulent faire. J'avais pas un poste important, évidemment, à mon âge, hein, mais j'étais dans l'équipe de Clara Guémard, qui était la présidente de General Electric, donc l'entreprise qui a racheté Alstom à l'époque, France. Et c'était une petite équipe, ce qui fait que même si je n'avais pas un poste important, je voyais tout ce qui se passait et j'assistais même à des réunions auxquelles je n'aurais pas dû assister, y compris parce que Madame Guémard était une femme, je le dis, même si j'ai des désaccords politiques avec elle, très profonds, remarquables dans le sens où elle faisait confiance aux gens. Et c'est pour ça que je n'ai jamais... Bon, elle n'aurait pas dû visiblement. Oui, mais... Voilà, moi je ne suis pas déloyal, voilà, c'est une valeur rare en ce moment, mais le fait d'avoir des désaccords profonds avec les gens, surtout qu'elle a toujours assumé, est une mondialiste. Donc, oui, bien sûr. Moi je respecte paradoxalement même mes pires adversaires s'ils sont loyaux. Il y a des gens déloyaux comme Emmanuel Macron. Voilà. Et à une réunion, on avait des réunions stratégiques le lundi matin, et je me souviens très bien de la réunion qui a suivi l'élection présidentielle en 2012, et la date est très importante pour la suite. La réunion, on arrive et on nous dit « Nous avons un nouvel ami à l'Élysée ». Ah bah comme ça le mérite d'être clair, au moins. Très clair. Alors moi, je dis, c'est Hollande, parce que il faut savoir que Nicolas Sarkozy avait des relations assez mauvaises avec ce qu'on peut appeler une partie du parti atlantiste. Il y avait une partie qui était plus chiracienne. Et donc le fait que la Corrèze, François Hollande, le chiracien, revienne à l'Élysée, je me suis dit, ça doit être lui. Non, je m'étais trompé. L'ami dont on parlait n'était pas François Hollande, qui en fait ne s'intéressait pas à ces sujets, ne comprenait rien, c'était Emmanuel Macron. Et qui était alors secrétaire général adjoint. Absolument, secrétaire de l'Élysée. En charge des questions aussi économiques et industrielles. Et à l'époque, très rapidement, le dossier Alstom, en fait, dès 2012, pas 2014, dès 2012, arrive et tiens, comment on va racheter Alstom il y a une opportunité via l'Élysée. Bon, moi, à titre personnel, j'ai une question de conscience qui se pose et donc je m'en vais. Je pars en septembre 2012. Et je m'agite, j'essaie d'alerter certains hommes politiques. Et je vous interromps encore une fois, pardonnez-moi, mais en 2012, on a appris plus tard qu'une commande avait été faite à un cabinet américain. Alors pour une fois, c'est pas McKinsey, ça change. Avant, c'était A.T. Kearney. C'est ça. Et pour la somme de 200 000 €, on leur a demandé de faire une étude en 3 jours, donc procédure d'urgence, pour connaître les avantages et les inconvénients d'une acquisition par General Electric de la branche énergie d'Alstom. Donc ni plus ni moins ce qui va se passer un peu plus tard. Exactement. Et donc à l'époque, moi, tout le monde me prend pour un dingue. Et j'échoue malheureusement. J'échoue à mener l'alerte là-dessus. Et l'affaire, effectivement, la vente est annoncée seulement en mai 2014. Et dès 2014, Emmanuel Macron ment. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite. Il ment, il fait croire qu'il n'est pas impliqué dans ce dossier. C'est Arnaud Montebourg qui est au ministère de l'Industrie à l'époque. Arnaud Montebourg a un comportement plus compliqué que ce qu'il a dit après, mais c'est pas le pire de la bande. Donc on va dire qu'il est patriote. Et il essaie d'arrêter... En tout cas, il a la décence de partir. Oui, alors en fait, c'est pour ça, il n'est pas parti pour ça. Mais donnons-lui crédit d'être parti pour ça, même si l'histoire est plus compliquée que ça. Mais voilà, donnons-lui ce crédit-là. Et Emmanuel Macron devient ministre de l'économie et c'est lui qui signe la vente. Alors que Arnaud Montebourg avait créé un décret qui permettait de garantir les intérêts stratégiques de la France et de bloquer la vente si le gouvernement l'avait voulu. Et donc Emmanuel Macron, c'est pas juste qu'il n'a pas vu que la vente se faisait. Il a signé un décret autorisant la vente. Donc il a sciemment autorisé. Et à l'époque, il ne déclare pas, y compris devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, qu'il a commandé le rapport dont vous avez parlé en 2012. Kearney.
a dicté Carnet, qui est très clair, qui est en fait le plan de démantèlement d'Alstom Énergie en faveur de General Electric. Et là, il y a le fameux pacte de corruption que vous avez évoqué, c'est que là, vous avez un déferlement, en fait, de plus de 600 millions d'euros, 300 millions d'euros côté Alstom, 300 millions d'euros côté General Electric, pour influencer le petit milieu parisien, certains journalistes, des cabinets de communication, du lobbying, nous expliquer que, évidemment, Alstom est ruiné et qu'il faut absolument qu'il se vende aux États-Unis parce que sinon il n'y aura pas d'avenir pour le pays, qu'on va créer 1000 emplois, que c'est l'avenir, la mondialisation rose, tatati, tatata. C'est d'ailleurs toujours le même scénario qu'on nous écrit, hein. C'est assez triste, donc les Français ne sont pas dupes, malheureusement certains dirigeants le sont, mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, l'Assemblée a bien prouvé qu'il y avait de l'argent derrière. Parce que nous, ça fait des années qu'on dit qu'il y a de l'argent derrière. On l'a toujours dit. Et là, c'est prouvé. Et ça a été transmis au parquet national financier. Donc en fait, là, on va trop vite. Si vous voulez bien, Jean-Philippe Tanguy, vous parliez tout à l'heure de cet assassin qui revenait sur ces lieux du crime. Alors on fait un parallèle avec Emmanuel Macron, qui a tué personne sinon l'économie française, du moins une branche. Je vous propose de l'écouter justement quand il est allé voir les ouvriers à Belfort très récemment au sujet des turbines Arabelle. Le rachat à l'époque de la partie énergie d'Alstom par GE a été fait un peu sous des méthodes un petit peu particulières, certaines pressions qu'elle processe à la France aujourd'hui pour éviter que cela ne se reproduise et qu'on arrive à de tels carnages sur d'autres secteurs stratégiques. Je l'ai vécu à l'époque, j'étais collaborateur quand ça s'est fait. De ce que j'ai vu, non mais pour vous parler très franchement, je ne dirais pas qu'il y a eu des pressions. Il y a eu le choix. Non mais moi je vous dis comment non, il y a eu beaucoup, ce qui est normal quand il y a des opérations comme ça, il y a toujours aussi beaucoup de commentaires qui sont faits. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Il y a eu un choix qui a été fait par l'entreprise de l'époque. Donc c'est aussi pour ça que je disais à certains de vos collègues représentants du personnel, c'est une entreprise, c'était pas l'État qui était à la tête d'Alstom. Compte tenu de sa structure capitalistique, de son histoire et de son emprise, l'État avait à en connaître, y compris aussi parce qu'il peut bloquer certains types d'investissements. Mais d'abord, c'était le choix d'une entreprise privée. Premier point. Avec beaucoup de confidentialité quand il y a ces débats. Donc ce qui est vrai, c'est qu'à l'époque, mon prédécesseur, les ministres de l'époque, l'ont su très tard. C'est-à-dire les documents étaient signés. Bon. Donc c'est peut-être ça qui a perturbé et qui, je dois le dire, est jamais agréable quand vous avez à le vivre. Parce que ça s'est su tard. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie économique. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. D'abord, si vous le voulez bien, arrêtons-nous une seconde sur ce terme de collaborateur. On sait qu'Emmanuel Macron, il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas sot. Il ne peut pas utiliser ce terme en ignorant le double sens de ce mot. Et on le voit bien qu'il était sans doute collaborateur, oui, de l'Élysée, de François Hollande, mais il était aussi collaborateur des Américains, disons-le. Absolument, c'est glaçant en fait. J'ignorais que vous alliez passer cet extrait avant que je vienne. Et donc c'est vrai, je vous ai donné cette anecdote sur le fait que c'était un ami des Américains, il le reconnaît. Alors est-ce que c'est conscient, inconscient? Je pense que vous avez raison que c'est conscient. Mais c'est là où on voit quand même le cynisme absolument épouvantable de cet homme. Je veux dire, il faut quand même à un moment parler et dire les choses comme elles sont. Emmanuel Macron n'est pas un homme bien. Emmanuel Macron n'est ni un patriote, ni un homme qui a le moindre valeur. C'est un homme vénal. C'est un homme qui a fait toute sa carrière sur le mensonge. Je le sais parce que je suis de la même région que lui, Amiens, je l'entends régulièrement par exemple. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous êtes capable de mentir pour ça, vous êtes capable de mentir pour tout. Il dit régulièrement aux Français qu'il est issu d'un milieu populaire à Amiens. Bon. Le père d'Emmanuel Macron, il est professeur de neurologie à l'hôpital d'Amiens. Il est professeur de neurologie. Donc c'est-à-dire c'est l'élite absolue de ce que peut avoir une ville comme Amiens. Voilà. Et sa mère, elle est médecin. Voilà. Donc il ment sur tout. Il ment sur ses origines, il ment sur ce qu'il veut faire, il ment sur son passé de banquier à Rothschild. Rothschild qui a eu un rôle évidemment dans cette vente, comme la plupart des banques américaines. Il ment sur tout. Tout ce qu'il dit dans ce dialogue, si on peut appeler ça comme ça, il n'y a pas un mot de vrai. Voilà. Alors justement, prenons un autre mensonge. Il dit donc en gros une entreprise, dès lors que c'est une entreprise privée, l'État n'a pas son mot à dire. Donc c'est faux, vous l'avez dit tout à l'heure, grâce au décret qu'Arnaud Montebourg avait pris. Donc il a bien fallu qu'Emmanuel Macron signe une feuille pour valider le rachat d'Alstom par General Electric. Donc absolument. Là aussi c'est un mensonge. Mais tout est faux. Tout est faux quand il dit qu'il est collaborateur. Il était effectivement collaborateur de François Hollande jusqu'en 2014, mais après il est ministre. Les ministres, alors je sais que certains ont voulu
soumettre les ministres comme des collaborateurs, mais en démocratie, un ministre a un pouvoir propre. Le ministre dirige son administration, le ministre a des services. Bercy, je rappelle, est le ministère le plus puissant de France. Il a des services d'investigation, économique, il peut diligenter des enquêtes avec les services secrets. Le ministre de l'économie française est un ministre extrêmement important. Il a beaucoup de pouvoir. Et Emmanuel Macron s'est servi de ce pouvoir pour lui-même. Parce que le pire dans l'histoire d'Emmanuel Macron, et c'est ce que prouvera, je pense, un jour l'enquête si elle aboutit, c'est que c'est même pas qu'il a servi particulièrement les États-Unis. Même les États-Unis, pour lui, étaient un moyen. Il s'est servi lui-même. Et que ce pacte de corruption visait, c'est pas le seul, Emmanuel Macron a saccagé 4 fleurons français. Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge. Il n'y a aucun antécédent, aucun ministre de l'économie n'avait saccagé à lui seul 4 fleurons français. 4 parmi les plus grands fleurons français. Et à chaque fois, on retrouve dans les intérêts qui ont mené ces opérations, toujours les mêmes banques, toujours les mêmes intérêts financiers, et au final, d'après M. Marlex, les mêmes cabinets de conseil, qui après lui ont fait une campagne en or massif avec la fameuse Milly Marchand, à la une de tous les magazines, on n'a jamais vu pareil. Donc cet homme, qui venait en fait de nulle part, a réussi à faire croire aux Français qu'il était un homme politique important, qu'on avait toujours connu, qu'il avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience. Il n'a jamais rien fait de sa vie à part trahir et vendre la France. Voilà. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement on a le sentiment d'avoir face à nous un homme qui renvoie des ascenseurs et à qui on renvoie des ascenseurs, et donc c'est quand même le summum de l'homme aux mains liées. Ah, mais c'est un homme extrêmement lié. D'ailleurs, on le voit parce que ce qui est troublant dans cette vidéo, et ça renverra au débat aussi de la présidentielle de 2017 où M. Macron a beaucoup menti, c'est que c'est un faux courageux. M. Macron se prétend, on l'avait vu avec les Gilets jaunes, qu'on vienne me chercher. Il était au milieu d'un palais, entouré de la garde républicaine, qu'on vienne me chercher. Quand ils étaient venus le chercher à la préfecture de Haute-Loire, il n'avait pas l'air plus très courageux. D'ailleurs, il s'était enfui. Bon. Donc, pareil, là, il dit... Mais il a eu peur, il l'a dit depuis. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir vraiment peur de ce qui pourrait à lui arriver le jour où il n'aura plus la protection de la présidente de la République, puisque les affaires dans lesquelles il est impliqué sont extrêmement graves et extrêmement sérieuses, et je peux en témoigner de première main. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'assume pas, en fait. Il prétend assumer, mais là, vous le voyez, il est au milieu des ouvriers, des ingénieurs d'Alstom, des turbines Arabelle, et il assume pas. Il pourrait dire, bah oui, mais j'étais ministre. Honnêtement, on va parler clairement, je vais le dire pour pas vous obliger à le dire, il les prend pour des cons quand même. Oui, aussi, mais ça c'est aussi c'est deux constances d'Emmanuel Macron. Être efficace en politique, on y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu.